Chapitre 16. L'annonce attendue de la part du DNC ne tomba pas le lendemain, ni le jour d'après, et quelque part s'arrangea bien Charlie. Il n'est pas besoin que la nouvelle et toute l'agitation médiatique allant avec se mettent en travers de ses retrouvailles équisses. 3 jours après, il était à peu près sûr de savoir se maîtriser quand l'annonce serait faite. Il répondrait avec dignité, il répondrait comme un président. Il saurait résister à l'envie et au plaisir d'étriller l'appareil du Parti démocrate. Il était persuadé qu'il souhaiterait sincèrement à Gore de mettre une tannée à celui qui, très sûrement, continuerait de vendre le sang des soldats américains au bénéfice des Koweïtiens ou de n'importe quel pays des Émirats, comme avait pu le faire son père 10 ans auparavant. 4 jours après l'appel de son directeur de campagne, le DNC ne donnait aucun signe de vie et partout ailleurs on commença à s'interroger. Dans la presse, dans son équipe, comme dans celle de Gore, ça bourdonnait de questions. On était à la mi-juin, chez les Républicains Bush avait bien avancé dans la recherche de son vice-président pour l'élection de novembre. La dernière primaire démocrate dans le Dakota du Sud était déjà vieille d'une semaine, alors pourquoi le candidat officiel du parti n'avait toujours pas été annoncé? La presse devait se douter que quelque chose n'allait pas, mais elle refusait de parler de l'évidence, de reconnaître le réel. Annoncer regarder d'un peu trop près les chiffres ne pourrait que leur être reproché plus tard. Chose curieuse, les attaques habituelles semblaient se tarir contre Charlie. Alors qu'ils auraient dû poursuivre leur matraquage et en mettre une bonne dernière couche avant l'annonce de la victoire de Gore, c'est tout le contraire qui se produisait. La grande parade de ces masques en papier mâché faisant de lui le grand méchant, l'élément disruptif, le républicain infiltré et saboteur émérite, s'était progressivement noyé dans le tout venant de l'actualité. Il n'y avait qu'une explication qui tenait la route. Le DNC reculait pour mieux sauter. Il préparait un sale coup. Il devait avoir un gros dossier en réserve et préférait que tout le monde soit sec avant de le lancer dans la mare, histoire que les nouvelles allégations ne se perdent pas dans les anciennes. Qu'avait-il contre lui? Que pouvait-il avoir contre lui? À moins d'inventer, il n'y avait qu'une seule chose. Mais en l'absence d'enregistrement ou de photos compromettantes, s'il ne voulait pas se faire attaquer pour diffamation, il devait bien avoir quelque chose de concret. Admettons. Mais la parole d'un homme de mauvaise vie contre celle du révérend Lebon. Seuls les Corées du monde oseraient publier quelque chose de ce genre. Et encore. Mais s'ils en avaient 2 sous le coude? Non, 2 ça serait toujours pas assez. Alors combien? Combien d'hommes avait-il trouvé pour témoigner contre lui? Ces hommes maintenus dans le silence par une jolie compensation financière et un bâillon légal. Pour les faire parler, ils avaient dû dépenser des quantités astronomiques, et c'est juste pour quelque chose de graveleux, mais pas monstrueusement illégal. Pour pouvoir en retrouver assez pour monter un dossier, ils ont dû passer par leur dénominateur commun. Mais qui en dehors d'Olivia et de Taylor avait ce genre d'informations? Le DNC devait avoir une personne profondément infiltrée dans une de ces organisations, dans une des organisations de Charlie. Une personne avec accès, une personne assez proche pour l'espionner. Ces questions empêchèrent Charlie de dormir les nuits 5, 6, 7 et 8 avant, et si bien que lorsque le siège du DNC à Washington l'invita pour une conversation, il était dans un état mental particulièrement fragile. Un passage chez le barbier puis chez l'esthéticienne sauva les apparences, mais derrière le sourire Colgate, il était à l'agonie. Le chauffeur et un garde du corps à l'avant du 4x4 aux vitres teintées, qui c'est lui à l'arrière, Charlie pris dans un demi-sommeil, était hanté par les souvenirs de campagne. Il frissonna. Comment avait-il fait pour en arriver là? Tout ce qu'il avait dit du haut de ses pupitres, ou assis sur ses chaises et fauteuils alors qu'il avait été interviewé, c'était bien lui qui l'avait prononcé. Ce n'était pas la voix ou toute autre influence. La campagne avait braqué un projecteur particulièrement révélateur sur des zones de sa psyché qui aurait bien gagné à rester dans l'ombre. C'est donc ça qu'il y avait dans ses entrailles, oui. Au-delà du vernis, c'est ce qu'il était au fond. Et c'était particulièrement déprimant. Pas nécessairement qu'il revienne sur ses dires, toutes ces choses, il les avait pensées à un moment ou à un autre, mais les voir toutes réunies au même endroit, ça dessinait un portrait de lui, particulièrement troublant. Il y avait ça, et il y avait aussi le ton, cette arrogance, ce mépris, et donc, et dans une certaine mesure, cette haine venue de nulle part. Mais où était passé Charlie, le bon, le doux, le modéré?
Sans la voix pour le protéger et le présenter comme un type bien, il était le fils de sa mère et de ce père inconnu. Il était ce gosse dont l'âme avait été détruite par sa tante et son oncle. Il avait été ramené à la vie, mais comme dans beaucoup de films d'horreur portant sur le sujet, il n'était pas revenu entièrement, ou avait quelque chose en plus, quelque chose qui aurait dû rester dans le monde des morts. Non, c'était du délire. Kiss avait raison, il était humain, il était faillible, et c'était tout. Loin de son Kentucky, loin de sa congrégation, privé tous les dimanches de ses corps qu'il noyait pour mieux les ramener à la vie, et l'effusion de l'esprit qui allait avec, oui, il s'était perdu. Au quartier général du DNC, les petites mains se montrèrent particulièrement déférentes. Charlie les vit tirailler entre deux loyautés. Il vit qu'au fond, il l'aimait. En leur souriant, Charlie sentit le soleil se lever dans sa tête, et avec lui, les nuages qui embrumaient son esprit, tout comme les fers qui lui rongeant les chairs, se dissipèrent. À l'entrée de la salle de réunion, où les huiles l'attendaient, ils essayèrent de bloquer Kiss. « Il est avec moi », dit Charlie d'un ton résolu et fort d'une autorité qui laissa un peu tout le monde sans voix. Presque 2 ans auparavant, dans la semaine qui avait suivi son entrée dans la course, il avait eu une réunion comme ça. Kiss et les autres. Déjà à l'époque, il avait refusé de retenir leur nom. Dans sa tête, ils étaient 1, 2, 3 et 4. Aujourd'hui, la boucle était bouclée. La configuration était là à l'identique, comme s'ils venaient à peine de se quitter. Spencer Cockburn, dit quelqu'un à sa droite. Charlie se retourna vers la voix et tendit la main par réflexe. La cinquantaine, brosse et épaisse moustache poivre et sel. Numéro 5 était arrivé de nulle part. La porte était fermée. Comment Charlie avait-il pu le louper? Impressionnante votre campagne, dit Spencer. Charlie laissa sa main se ramollir et s'évader de cette poignée plus subie que désirée. Impressionnante, répétèrent 1, 2, 3 et 4, tous en chœur. Vraiment pas ce qu'on attendait, dirent 1 et 2. Et encore moins ce qu'on désirait, terminèrent 3 et 4. C'est le moins qu'on puisse dire, renchérirent les 2 premiers. Mais voilà, ce qui est fait, et maintenant le parti des élections présidentielles a gagné. Dit numéro 1, qui, comme durant la fois précédente, assurera le rôle de chef et de porte-parole. On ne va pas se mentir, reprit-il. On aurait préféré Gore, largement. C'est un joueur d'équipe. Il sait qu'une présidence ne peut réussir que si on est capable de travailler avec le Congrès, si on sait écouter et négocier. Pas vraiment votre style, révérend Lebon. Visiblement, être le centre de la et la voix indiscutable de votre Église vous a poussé à développer un style autocratique, voire totalitaire. Au DNC, on n'a pas envie d'avoir un Hugo Chavez sur les bras. Oui, on a envie de gagner, mais il ne faut pas pousser non plus. On a un deal à vous proposer et on ne vous le proposera qu'une seule fois. Si vous n'en voulez pas, comme on a pu le dire tout à l'heure, Gore est un joueur d'équipe. On trouvera bien le moyen de le convaincre et d'aller botter le cul de ce crétin de pseudo-texan. Ok, on vous écoute, dit Charlie. Gore concédera ta victoire aux primaires demain, faisant de toi le représentant officiel du Parti démocrate pour les présidentielles. À partir de là, tu feras mine de vêter des vice-présidents potentiels, et dans 2 mois, tu annonceras que tu prends Spencer sur ton ticket. Ton style a bien marché pour les primaires, et on est à peu près sûr qu'il fera des merveilles pour les présidentielles. Par contre, il y aura des ajustements à faire. Et qu'est-ce qui m'empêche de dire oui maintenant, et dans 2 mois de prendre Kiss comme second? Kiss, pouffa numéro 2? Avec ce qu'on a sur son compte, votre campagne s'effondrera le jour même, et finira avec des menottes au poignet. C'est ridicule, il y a prescription pour tout ça. L'argent qu'il avait pu détourner a été entièrement restitué. Sur ces 2 derniers mandats, Kiss a été irréprochable. Il a tenu la ligne de votre parti. Vous avez entendu parler du concept de loyauté? Pendant toutes ces années, il vous a été fidèle et vous le menacez? Non, pas besoin. Les républicains doivent avoir un dossier aussi épais sur lui, répondit numéro 2. Et alors qu'il cherchait ces mots, numéro 4, qui avait dû être professeur dans une autre vie, entreprit de leur expliquer que, pour ce qui était de la prescription, Charlie se méprenait complètement. Pour les électeurs de Kiss, comme pour sa famille, quand les crimes passés seront révélés, peu importe si les faits remontent à 10 ans, le sentiment de trahison, lui, sera immédiat. Tout le reste passe au second plan, peu importe son chemin de croix, ses progrès ou autres. Ils brûleront d'indignation. Le coup de la rédemption, ça ne marche pas hors champ. Sans pouvoir boire son sang, goûter ses larmes, jamais ils ne pourront lui pardonner. Ils ont besoin de le voir humilié, suppliant, déchu, ne serait-ce que pour un moment. Sinon, ils se sentiront spoliés d'une partie essentielle de ce cirque.
Le temps que tout ça se tasse, reprit numéro 2, la présidence aura été perdue. Idem pour la place au congrès de Kiss, idem pour son mariage, l'amour de ses gosses et tout le reste. Donc voilà, je crois que si vous faisiez ce choix stupide, personne dans cette pièce n'en sortirait gagnant. Et juste comme ça, pour savoir, vous attendez qu'il modifie quoi dans sa ligne demanda Kiss. Pour commencer, il va vous falloir vous calmer pour ce qui est du Moyen-Orient. Ça m'aurait étonné, dit Charlie. Si les républicains comme les démocrates sont toujours mis à quatre pattes et ont levé bien haut leurs fesses pour leurs amis saoudiens, j'imagine, vous croyez que ça nous amuse? Vous croyez qu'en dehors de leurs agents, il y a quelqu'un qui ne les déteste pas à Washington? Tout le monde est d'accord avec vous sur le fond, mais c'est un mal nécessaire. Quand on fait de la politique, de la vraie, qu'on joue avec l'économie d'un pays, avec les emplois de millions de personnes, on ne peut se permettre de faire de grandes déclarations de principe, et encore moins de les suivre. Tout ça, ça a un coût, et désolé, on n'a pas les moyens pour éponger une telle perte. Même au prix de votre âme demanda Charlie. Vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, on maintient les alliances pour avoir la chance de voir le soleil se lever un jour de plus sur le pays. Et demain, on pourra peut-être trouver un moyen d'expier pour nos fautes. Et pour les autres ajustements, chaque jour suffit sa peine, vous ne croyez pas? Ok, j'accepte, dit la voix. C'était sans appel. Charlie essaya de retrouver le contrôle de sa bouche, de ses cordes vocales, ou même ne serait-ce que de son expression faciale triomphante, mais l'Esprit Saint, après des mois passés à ronger son frein, avait visiblement concentré toute sa volonté accumulée, et Charlie ne pouvait absolument rien y faire. Il sentit son cœur se serrer en voyant la déception s'imprimer sur le visage de son ami. Après tous leurs échanges durant les jours passés, après avoir juré ses grands dieux qu'il était content de cet échec et que jamais on ne l'y reprendrait, le voilà qui plongeait la tête la première dans les eaux troubles de Washington. Kiss n'était pas le seul à être déçu par ce virage abrupt. S'ils se donnait à bien plus de mal pour cacher leurs sentiments, Charlie vit dans les regards de 1, 2, 3 et 4 qu'ils auraient préféré largement que l'entretien se termine différemment. Cockburn était la seule personne dans la pièce à sourire, de toute sa bouche et de toute son âme. C'était visiblement le plus beau jour de sa vie. Charlie sentit son regard se porter sur celui-ci, puis lui faire un clin d'œil. Tout était sur les rails, tout était dérouillé. Après une parenthèse enchantée, il était temps de reprendre sa place à l'arrière et de laisser Dieu parler.